On repart sur du plus deep. Une trop grande solitude est mauvais pour la santé. C'est un petit peu triste. En fait, il y a une autre leçon où je dis que la solitude ça a du bon. Donc j'avais envie quand même de contrebalancer parce que je ne prône pas la solitude à tout prix, absolument pas. Et d'ailleurs, une trop grande solitude, c'est mauvais pour la santé. Ça, c'est scientifiquement prouvé. En fait, l'être humain, il n'est pas fait pour être trop seul. Et la cause principale de maladie dans nos sociétés, c'est le stress. Et il faut savoir que le fait d'être à proximité de quelqu'un, ça ralentit le cœur et tout, enfin vraiment. L'être humain est plus serein quand il est entouré. Alors, en fonction de... Par exemple, j'imagine que être avec l'être aimé, c'est encore amplifié comparé à être en coloc avec quelqu'un avec qui on s'entend pas trop. Mais, en tout cas, dans tous les cas, on n'est plus détendu. Mais physiquement, c'est des choses qui peuvent se vérifier. Je veux dire, c'est pas juste une théorie fumeuse. L'être humain est plus détendu quand il est au contact d'autres êtres humains que quand il est tout seul. Est-ce que c'est pour une raison de sécurité, dans le sens où s'il arrive quoi que ce soit à plusieurs, on a peut-être plus de chances de contrer le problème, de trouver une solution. Enfin, d'ailleurs, si là je fais une crise cardiaque, c'est sûr que si je vivais avec quelqu'un, la personne pourrait appeler les secours alors qu'en étant seule, j'espère que il faudrait que j'ai assez de force pour les appeler moi-même. Mais donc est-ce que on a tous un peu ça dans un coin de notre tête? Parce que là je le dis, mais au quotidien, Dieu merci, je suis pas tous les jours en train de penser à des choses pareilles. Et pourtant, je suis plus stressée à en croire la science que, que les êtres humains qui vivent avec des gens. Mais j'ai aucun mal à y croire. De toute façon, moi, j'ai un gros problème de stress chronique. Et en tout cas, une bonne solution pour contrer ça, à défaut de trouver l'amour demain ou de se mettre en coloc, si vous vivez seul comme moi, c'est l'animal de compagnie. Parce que évidemment, les animaux comptent comme une présence. Et vraiment, en plus les animaux de compagnie, on les câline, on les aime, ils nous font rire. Et vraiment, c'est pour ces raisons-là que avoir un animal de compagnie, c'est bon pour la santé. Bon, moi j'en ai pas en ce moment. Et ça me fait mal au cœur. Mais en tout cas, si vous hésitez à prendre un animal de compagnie, pensez qu'en plus c'est bon pour la santé. Arrêtez de culpabiliser de ne pas en faire assez. Mais qu'est-ce que je parle à chaque fois? Je me demandais si j'avais assez de petits papiers pour faire toute une vidéo. Enfin, je me demandais si j'allais pas devoir faire autre chose après pour que la vidéo dure 1 heure. Et là, j'en suis même pas à la moitié des papiers. Ça fait plus d'1 heure que je filme. N'oubliez pas que vous n'êtes pas né pour produire quoi que ce soit. Vous n'avez pas demandé à naître. Et je ne pense pas que l'être humain ait été mis sur Terre pour produire de la richesse à l'infini.
création, de richesse, un monde capitaliste dans lequel on nous a lavé le cerveau à nous faire croire que travailler toute la sainte journée, c'était la seule façon d'être quelqu'un de valable, alors même que beaucoup de ces travails voilà, consistent à créer des choses quand même très peu essentielles, voire complètement inutiles, et qui en plus, dans le processus de création, détruisent notre planète. Et on a beau le savoir, il est jamais, c'est toujours une bonne chose de se le rappeler, parce que moi ça, j'en ai parfaitement conscience. Et pourtant, combien de fois j'ai ce sentiment de culpabilité du fait d'être au chômage. Et si j'ai le malheur de pas faire grand chose pendant une journée, je me dis oh là là, j'abuse et tout, j'ai rien fait aujourd'hui. Oh là là, c'est pas bien et tout, on n'est pas censé ne rien faire. Mais en fait, si j'étais vendeuse à H&M, et je ne suis pas en train de jeter la pierre aux jeunes qui travaillent à H&M, puisque voilà, la vie est dure, on fait ce qu'on peut, vraiment. D'ailleurs, voilà, j'ai failli travailler à McDo et tout, pas de soucis, mais j'aimerais quand même. Là, je parle aux gens qui, peut-être voilà, qui culpabilisent de ne rien faire. Bah, en ne faisant rien, au moins, on ne participe pas à la destruction de la planète. Donc finalement, voilà, ne culpabilisez pas. Arrêtons de culpabiliser quand on fait rien, parce que ne rien faire, c'est mieux que de faire. J'ai pas fait d'études et tout sur le sujet, mais je dirais qu'une bonne moitié des métiers, tous métiers confondus, je dirais qu'une bonne moitié fait plus de mal que de bien. Bold statement. Mais ouais. Après, il y a une autre. Donc ça, c'est la culpabilité où vraiment... Et moi, je la ressens tout le temps. Une culpabilité. Je reste sur mon exemple de vendeur, d'être vendeuse à H&M, parce que je trouve que ça illustre bien. Parce que donc il y a différentes sortes de culpabilité. Et cette petite culpabilité là de ah j'ai rien fait aujourd'hui, ah je travaille pas, ah là là j'ai regardé la télé toute la journée, c'est pas bien, j'ai pas souffert, voilà c'est ça, parce qu'on nous apprend quand même, c'est terrible, on nous formate à penser que il faut souffrir de 9h à 18h minimum pour avoir le droit de se prélasser 2 heures devant la télé le soir à un repos bien mérité. En plus comme ça on a le cerveau cassé, on peut même plus réfléchir à rien et on se contente d'être en mode légumes, de regarder des conneries. Et, c'est donc de cette culpabilité que je parle là. Il faut s'en débarrasser, mais elle revient, mais c'est normal parce qu'on a été tellement éduqués à penser comme ça. Voilà, c'est une culpabilité que je ne ressentirais pas si je travaillais à H&M, parce que je rentrerais fatiguée. La sensation de dur labeur accompli, parce que ça doit être d'ailleurs un métier très dur, avec j'imagine même pas, tenir une caisse, ranger des trucs et tout avec les clients, désagréable. Je ne doute pas une seconde que c'est un travail qui est dur, et que quand on rentre, on est épuisé. Et quand on est épuisé, voilà, on n'a pas cette culpabilité. La culpabilité de l'oisiveté, d'avoir l'impression de... Voilà. Parce qu'on nous a inculqué il faut souffrir, que le travail c'est une souffrance. Et voilà. Et en fait,
il y a tout à repenser parce que je pense on pourrait se faire tous beaucoup moins de mal, vivre correctement et arrêter de saccager la planète sur laquelle on vit. Voilà. Donc j'essaye de me rappeler, c'est ce que je me dis au quotidien quand j'ai tendance à culpabiliser. Après il y a une autre culpabilité parce que à côté de ça j'ai des objectifs dans la musique, etc. Et ça c'est une autre culpabilité quand je n'avance pas assez à mes objectifs. Mais bon, c'est un autre sujet qui n'est pas celui de ce petit papier. Prendre l'avis de plein de gens n'aide pas pour un dilemme. Voilà, j'ai remarqué ça. J'ai eu quelques dilemmes dans ma vie. Comme je vous l'ai dit déjà, je suis quelqu'un qui a du mal à prendre des décisions, même quand c'est des décisions assez anodines. Et j'ai eu quelques dilemmes dans ma vie. Et en fait, c'est complètement humain d'aller demander l'avis de tout le monde dans ces cas-là. À la limite, ça peut être une bonne chose parce que parler de votre dilemme avec quelqu'un, ça vous force tout simplement à dire à haute voix, à résumer un peu la situation. Donc ça va vous permettre de reformuler les côtés positifs, les côtés négatifs des deux situations. Donc à la limite, vous allez peut-être vous auto-convaincre en vous entendant parler, vous auto-aider dans la prise de décision. Mais après, en tout cas, moi, ce que j'ai expérimenté, c'est que vous allez avoir autant d'avis que de personnes à qui vous allez demander. Donc en fait, ça va pas vous avancer grandement. Et puis, les gens répondent avec leur système de valeurs, leur vision de la vie qui n'est pas la vôtre. Donc en fait, même s'ils sont pleins de bonnes intentions et sincères dans leurs réponses, dans tous les cas, la décision, c'est vous qui allez la prendre. Donc demandez vraiment à plein de gens. Si au bout de 3 personnes que vous avez consultées, vous n'avez toujours pas avancé, je pense pas que ce soit la 4e ou la 5e qui va vous aider à vous décider. Ensuite, rien n'est plus précieux que la santé. Et oui, c'est voilà. Dans le lot, il y a des phrases qui font très bateau, mais en fait, c'est des évidences entre guillemets, mais qu'avec le temps j'ai expérimenté, donc il y a à comprendre théoriquement une phrase et à la comprendre, l'avoir vraiment compris par l'expérimentation. Et effectivement, rien n'est plus précieux que la santé. Je vais vous dire des trucs que tous les vieux disent à tous les jeunes, qui est que bah ouais, quand on est jeune, on se sent à la fois un peu invincible. Je pense qu'il y a différentes choses. Quand on est jeune, non seulement tout ce qui est vieillesse et maladie, etc., ça nous paraît loin, ça nous paraît pas nous concerner. En plus de ça, quand on est jeune, c'est pas toujours la période la plus heureuse de la vie. Et on peut ne pas être très pressé d'arriver à l'âge adulte, etc. Et du coup, brûler la vie par les deux bouts, comme on dit. Voilà, s'il y a des jeunes qui m'écoutent et qui malmènent leur corps, évidemment, je pense à tout ce qui est fumer, boire à l'excès, et même pas à l'excès même.
pas besoin d'aller jusqu'à l'excès pour que ce soit nocif. Ben voilà, je vais vous dire un truc qui va vous passer certainement au-dessus de la tête puisque c'est pas la première fois que vous allez l'entendre, mais bah moi qui ai 29 ans, peut-être je me situe entre les jeunes et les vieux. Je suis un peu dans un entre-deux. Donc peut-être que ça aurait plus d'impact dans ma bouche que dans la bouche de quelqu'un de 50 ans. Puisque l'adolescence et jeune adulte, c'est quand même encore assez frais dans mes souvenirs et tout. Donc il y a deux choses, comme je l'ai déjà dit. Premièrement, le côté on est invincible, on n'y pense pas, on verra plus tard, voilà, le temps il passe vite. Et en fait, les personnes de 30 ans, on récolte déjà. Alors après, évidemment, il y a le loto il y a évidemment un énorme facteur hasard, chance, génétique qu'on ne contrôle pas, ça c'est clair. Mais les personnes qui ont abusé, qui ont malmené leur corps pendant toute leur jeunesse à 30 ans, ils en récoltent déjà les fruits. Faut pas croire que c'est juste à 60 ans que ça se ressent. 30 ans, c'est vraiment un cap où, ok, on passe à l'âge adulte. Et on peut tout autant être en parfaite santé, évidemment, parce que 30 ans, c'est super jeune. Et on peut être en parfaite santé si on a pris soin de son corps correctement. Mais c'est déjà assez vieux pour tous les jeunes là qui commencent à boire et à fumer à 14 ans, 15 ans, 30 ans, ça fait déjà 15 ans à se malmener. Et déjà, il y a des gens qui le ressentent, et après il est jamais trop tard, bien évidemment, pour se reprendre en main et pour remonter la pente. Mais remonter la pente, c'est même pas vraiment le bon terme. Enfin bon, vous me connaissez, moi j'ai toujours envie d'être optimiste. Donc quelqu'un de 30 ans qui aurait fait n'importe quoi avec sa santé jusqu'ici et qui aurait envie de changer les choses, évidemment que ça vaut le coup. Évidemment que il est jamais trop tard pour commencer à prendre soin de soi. Mais en vrai, il s'agit plutôt de limiter les dégâts. Et ça, c'est très important, il faut le faire. Parce qu'on peut encore, à chaque stade de sa vie, on peut encore dégringoler beaucoup plus bas. Et donc, se reprendre en main, ça sert à continuer à vivre au mieux. Mais par contre, ce que je veux dire aux jeunes qui n'ont pas encore 30 ans, c'est que la vie que vous menez, vous pouvez vraiment vous faire du mal. Et en avoir les conséquences plutôt que peut-être vous ne le pensez. Et peut-être que vous ne voyez même pas aussi loin. Notamment si vous n'avez pas envie de vieillir, si ça vous déprime, si l'idée d'être un adulte vous déprime de base et que de toute façon vous ne voulez pas y penser, je comprends parce que moi j'étais pareil quand j'étais ado. Et du coup, pour moi de toute façon avoir 30 ans c'était la mort. Donc à la limite, l'état de santé de ma moi qui aurait 30 ans c'était un peu le dernier de mes soucis. Enfin, vous voyez. Donc sachez que la vie est belle quand on a 30 ans, mais elle est encore plus belle quand on a 30 ans et qu'on est en bonne santé. Donc faites-vous un cadeau à votre version future et prenez soin de vous. C'est important.
passe à quelque chose de très futile sur le sujet shopping. Encore un petit conseil shopping que je trouvais rigolo, c'est que les vestes et les manteaux, il faut qu'elles arrivent. Alors c'est plus... Ouais, là j'avoue c'est un conseil pour les filles. Quoique, en fait je me suis jamais posé la question pour les garçons. Les vestes et les manteaux, faut qu'ils arrivent soit au-dessus des fesses, soit bien en dessous des fesses, enfin en dessous des fesses. C'est quelque chose que j'avais remarqué, en fait c'est ça qui m'embête, c'est que j'ai remarqué depuis longtemps. Et pour autant, j'ai continué à acheter plein de vestes et de manteaux qui arrivent au milieu des fesses. Parce qu'en fait, ils ont dessiné, ils en vendent plein. Et ouais, il y a plein de vestes, plein de manteaux qui arrivent au milieu des fesses. Et qui sont des vestes et des manteaux voilà, qu'on a envie d'acheter. Donc on les achète. Mais moi personnellement, ça y est, j'ai pris la décision. Je n'achèterai plus de vestes ou de manteaux qui s'arrêtent au beau milieu des fesses parce que ce n'est pas flatteur. C'est vraiment pas flatteur. Si vous voulez, voilà, la veste qui s'arrête au-dessus des fesses, ben, on voit vos fesses en entier. Sous les fesses on les voit pas, c'est pas un sujet. Mais le manteau qui s'arrête au milieu de la fesse, et ben ça fait qu'on voit juste le dessous de la fesse, la sous-fesse. Et vraiment, ça n'est flatteur pour personne, je pense. Ça fait... C'est pas flatteur pour les silhouettes. Voilà. Donc j'aurais aimé avoir cette réalisation plus tôt parce qu'au final, le nombre de manteaux et de vestes qui s'arrêtent au milieu de la fesse que j'ai acheté et que j'ai pas porté parce que je me rendais bien compte à chaque fois que je les essayais que c'est pas beau. Voilà, voilà, c'est cadeau. Et j'ai encore pas mal de vestes et de manteaux à vendre sur Vinted qui s'arrêtent au milieu des fesses. Donc voilà, j'espère que mes acheteurs potentiels ne tomberont pas sur ma vidéo. Next. La solitude, ça fait grandir. Voilà, je vous avais dit que la solitude, c'est pas bon pour la santé, mais il y a du bon à la solitude. Entre parenthèses, devenir son parent et sa BFF. Bon, les amis, je vois que le temps passe et si je fais une demi-heure sur chaque conseil, la vidéo va être trop longue. Là déjà, elle va faire 2 heures si je me dépêche. Et on n'a pas envie de faire une vidéo qui fait 3 heures quand même. Vous êtes là pour faire dodo. J'ai pas envie que vous fassiez une nuit blanche à écouter mes conseils. Et j'ai pas non plus envie de faire une vidéo que vous écouterez pas parce que vous allez vous endormir et que j'aurai à peine commencé. Donc ouais, je vais mettre un peu c'est quoi l'expression? Mettre la deuxième ou mettre la première? Je conduis pas moi, je mettre la première. Je vais mettre la seconde, je sais plus ce qu'on dit. Donc la solitude, ça fait grandir. Ah bah moi, quand je vous raconterai ma vie, vous verrez, mais j'ai... La solitude, je ne connais que ça, si vous voulez, à la fois dans tout ce que ça a de positif et tout ce que ça a de moins positif. Mais ça m'a quand même apporté énormément de positif. Et voilà, j'en ai peut-être eu trop de la solitude, plus que de besoin, plus que de raison, plus que ce que je n'en avais besoin. Mais par contre, une chose est sûre, c'est que à toutes les personnes qui, si vous avez quitté le domicile familial pour
vous installez directement avec quelqu'un en couple et qu'après vous êtes allé de couple en couple sans jamais apprendre à passer du temps avec vous-même. Vraiment, il y a une chose que je peux vous dire, c'est que vous manquez quelque chose. Je pense que c'est vraiment important de passer du temps avec soi-même. Et justement, si vous en avez peur, c'est que vous en avez besoin. Plus vous avez peur d'être avec vous-même, plus vous en avez besoin au fond. Et voilà, faut pas tomber dans les extrêmes. C'est très bien d'être entouré, être en couple, avoir des amis, trop cool. C'est très important pour le bien-être. Mais apprendre à être seul, c'est nécessaire, je pense, à une vie complète et un bon équilibre et un épanouissement. Parce que pour vous créer la vie qui vous correspond, encore faut-il se connaître vraiment. Et ça, je pense que c'est pas forcément possible de se connaître sans avoir connu la solitude. Ensuite, ne pas parler de ses complexes. Entre parenthèses, pour séduire et ne pas blesser. Ouais, alors là c'est un petit conseil, à la fois conseil coach séduction et, comment dire, pour ne pas, et un petit conseil aussi pour ne pas blesser son prochain. En fait, j'ai réalisé, c'est c'est souvent pas une bonne idée de parler de ses complexes. Alors, évidemment que si vous avez besoin de parler de votre complexe, vous pouvez en parler avec votre meilleur ami, avec votre mère, avec je sais pas qui. C'est pas non plus bon de garder des choses sur le cœur, mais dans plein de contextes, ça n'est pas une bonne idée. Donc déjà, dans le contexte du dating, ça peut être tentant d'aller dire à un mec, bon je dis un mec parce que je suis une fille, que je date plutôt des garçons. Des garçons. Je sais pas, aller dire ah mais j'aime pas ci chez moi, j'aime pas ça. Même pas forcément pas dans le but que la personne te dise oh mais si c'est très bien, non. Mais je sais pas, on peut avoir c'est comme si on s'excusait de pas être parfait et on se dit bon, vu que je l'ai dit, je sais pas pourquoi on veut faire ça. En tout cas, ne le faites pas tant qu'à faire, parce que ce qui est attirant chez quelqu'un, c'est sa confiance. Donc déjà, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire d'attirer l'attention de votre crush sur la partie de vous que vous aimez le moins, parce qu'il a plein d'autres choses à regarder. D'ailleurs, si ça se trouve, ce défaut-là, il trouve pas du tout que c'est un défaut, parce que vous savez, les goûts et les couleurs, on peut être très étonné. Et, en plus, ça renvoie à une image où on n'a pas confiance en soi et tout. Et vraiment, ça c'est valable pour les filles et pour les garçons. On est vraiment en général attiré quand même par des gens qui ont confiance en eux. Alors bon, évidemment que faire preuve de vulnérabilité et tout, c'est pas non plus un problème en soi. Mais voilà, là c'est vraiment un conseil léger de... Si vous voulez séduire quelqu'un en date, peut-être parler d'autre chose que de vos complexes. C'est pas la peine. Parce que la personne, elle vous voit. Avec un peu de chance, votre complexe, il la dérange absolument pas. Et même si c'était pas... Même si la partie qui vous dérange, c'est pas non plus ce qu'il préfère chez vous, ben, raison de plus pour pas attirer son attention dessus. Et en plus de ça, garder son capital confiance intact.
parce que c'est très séduisant. Quelqu'un qui a confiance en lui. Et avec ça, ça n'a pas grand chose à voir, mais c'est une autre situation dans laquelle parler de ses complexes, c'est peut-être pas une bonne idée. Et bien tout simplement, quoi que soit votre complexe, oula j'ai plus de batterie, je change ma batterie, je reviens tout de suite. Ouais, je disais, quel que soit votre complexe, il y a forcément des gens qui ont la même chose, en pire entre guillemets, en plus accentué, voilà, en plus. Et imaginez ce que peut ressentir si vous dites en public que vous êtes grosse. Alors en public, voilà, par exemple sur les réseaux sociaux, il n'y a rien de plus public. Si une fille dit oh là là, ouais, moi je suis moche parce que je suis grosse, vous êtes en train d'insulter toutes les filles qui pèsent plus fort que vous. Voilà, et c'est valable pour absolument toutes les caractéristiques physiques. En plus, il y a peut-être des gens qui vous regardent, et puis, c'est la même chose quoi que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la vie. Il y a peut-être des personnes qui vous regardent et qui vous trouvent belle ou beau et qui ont un trait physique en commun avec vous. Et ça peut d'ailleurs, c'est une bonne façon de faire la paix entre guillemets avec un défaut. Ça va être de trouver une célébrité ou une personne juste qu'on trouve beau, belle et qui a une similarité avec nous dont on n'est pas forcément fan. Et si jamais cette personne-là, et donc on se dit ah bah finalement par exemple mon nez il est pas si mal puisque j'ai le même nez qu'elle, qui est très belle et tout. Et si la personne se met à se plaindre de son nez en disant ah mon nez est moche et tout, je veux le refaire, bah vous imaginez comment vous allez briser le cœur de la personne qui était contente parce qu'elle avait le même nez que vous. Donc que ce soit pour votre image et pour les autres, la plupart du temps, ne parlons pas de nos complexes. C'est la plupart du temps c'est évitable quoi. Ensuite, ne pas s'accrocher aux gens décevants. Voilà, bon, ça c'est un amer constat. Libre à vous, d'expérimenter peut-être avant de prendre une décision pareille, mais en gros, à chaque fois que j'ai laissé une deuxième, une troisième, une quatrième chance à des gens qui étaient décevants, ils sont restés décevants. Et au final, la relation, qu'elle soit amicale ou plus mais professionnelle ou vraiment n'importe quoi, les gens sont restés décevants et la relation a pris fin. Et j'ai juste perdu du temps à donner des chances pour rien, quoi. Faire le choix du cœur en orientation. Ouais, encore une fois, là, si j'ai des jeunes qui me regardent, je vous conseille de faire le choix du cœur en orientation. Et je sais que c'est pas facile en fait. On pourrait croire que les jeunes sont jeunes et fougueux, et que rien ne les arrêtera à réclamer ce qu'ils veulent vraiment. Je pense aussi un peu aux parents en parlant. Et en fait, non. Quand on sort du lycée, on est plus que jamais formaté en fait par le système, puisque quand même on passe tout son temps en cours avec des profs qui, pour la plupart, nous
nous mettre dans la tête que faire des études, il n'y a pas, enfin c'est même pas une question. Quand on est en lycée général, poursuivre ses études, c'est même pas une question. Personne ne se demande si vous allez ou pas poursuivre vos études. La question c'est lesquelles. Et il faut faire des choses sérieuses, voilà, qui vont mener à des métiers sérieux, etc. Donc finalement, en tout cas moi c'est ce que j'ai expérimenté et je trouve ça assez logique pour les raisons que je viens d'énoncer. Moi en sortant du lycée, j'ai jamais été aussi... j'avais dit adieu à tous mes rêves de musique et j'ai fait des choix sérieux d'orientation que je regrette maintenant. Bon, ce qui est fait, il n'y a pas de souci. Ça ne m'empêchera pas de mener la vie que je mérite. Mais ce que je veux vous dire, en tout cas, si vous êtes jeune et que vous avez encore ce choix qui s'offre à vous, suivez le choix du cœur, que ce soit une année de césure pour faire quelque chose précis ou si c'est faire des études un peu plus moins, comment dire, le parcours moins logique, moins sûr, moins de ce qu'attendent vos parents, moins de ce qu'attendent vos profs. En gros, suivez votre cœur, surtout que vous êtes tellement jeune. À cet âge-là, quand on prend une année de retard et tout, on a l'impression que c'est grave. Et en fait, vous verrez, plus le temps passe, à quel point c'est rien. Un an c'est rien, 2 ans c'est rien, 3 ans c'est rien. Vous serez toujours très jeune à 22, 23 ans. Donc n'ayez pas peur de suivre votre cœur tout de suite. Parce que ce que je veux vous dire, c'est que c'est plus facile de reprendre par exemple une licence de droit à 20 ans, 21 ans, 22 ans. Si jamais votre parcours du cœur s'avérait être un échec, voilà, il y a aucun problème à s'inscrire à la fac, en école de commerce, machin, à 20 ans. Alors qu'une fois qu'on s'est lancé dans la voie sérieuse, pour peu que les choses se déroulent correctement et qu'on passe ses examens et tout, on est un petit peu... une fois qu'on est lancé sur les rails, c'est très dur d'en dévier. Moi, je dirais que j'ai eu la chance de rater mes études. D'ailleurs, c'est le titre d'un livre de développement personnel qui s'appelle « Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études ». Mais je pense que si je n'avais pas raté mes études, en fait c'est très dur une fois qu'on s'est tellement investi dans une direction, de changer de trajectoire, même si on sent au fond de soi qu'on se dirige pas vers l'épanouissement le plus complet. Mais une fois qu'on a fait la première année, enfin la deuxième année, une fois qu'on a la licence, autant avoir le master. Une fois qu'on a un master dans un domaine, on va pas tout arrêter pour aller faire autre chose. Après on est dans le monde du travail, machin. Et plus le temps passe. Voilà, si vous avez un choix du cœur, faites-le quand vous avez 18-19 ans. Parce que soit ça marche, entre guillemets, et tant mieux. Soit vous ratez, et bah le choix sérieux, il est encore complètement à votre disposition. Voilà. Phrase super bateau. Tes épreuves d'hier sont ta force de demain. Bah ouais, qu'est-ce que vous voulez? Je suis un vieux sage. Bon, je sais pas si je vais épiloguer, franchement il en reste encore beaucoup. Et ça fait 2 heures que je filme là. Je vous avoue que j'ai un peu faim et tout. Et ça va être l'heure de faire un gros dodo. Mais voilà, je vais essayer d'arrêter de m'éterniser, mais je vais quand même en dire un mot.
les épreuves d'hier sont les forces de demain et les épreuves d'aujourd'hui sont les forces de demain également. C'est plutôt ça peut-être que j'aurais dû écrire parce que c'est quand on passe une épreuve, c'est au moment M qu'on a du mal à voir plus loin et que c'est dur. Mais en gros, voilà, quand on vit quelque chose de difficile, c'est presque impossible de voir le côté positif sur le moment. Mais aujourd'hui, je sais que des forces que j'ai, clairement, je les aurais pas si j'avais pas passé des moments extrêmement compliqués avant pour comprendre des choses, pour voir la vie différemment, pour comprendre mes erreurs. Voilà. Donc si vous vivez quelque chose de difficile, force à vous, mais ça vous rendra plus fort. Soyez cringe, les autres s'en foutent. Voilà, je pense que le message est clair. On a tendance à s'empêcher beaucoup de choses par peur d'être cringe. Si les autres vous trouvent cringe déjà, on s'en fout. Et surtout, ça on le réalise. Il y a peut-être des personnes qui le réaliseront jamais parce qu'elles se mettront jamais en position de faiblesse, on va dire, en position de se faire moquer. Et en fait, surtout ce qu'on se rend compte quand on s'expose, c'est que les gens s'en foutent, ils n'ont rien à faire. Donc pourquoi passer sa vie à se préoccuper de ce qu'ils vont penser, puisque on est tous égoïstes, on pense tous surtout qu'à notre nombril. Faites ce que vous voulez, soyez cringe. Alors là on est sur un petit tips beauté, mais attention, je trouve que c'est quand même un précieux conseil parce que c'est un conseil que j'aurais bien aimé avoir avant et un conseil qui m'a changé la vie, c'est de mélanger ma crème solaire minérale avec de l'huile d'argousier bien orange. Alors ça dépend des marques. En tout cas celle de... Comment s'appelle cette marque? Je l'utilise tous les jours. Parce que vous avez des huiles d'argousier de différentes marques et elles sont plus ou moins orange. J'ai oublié la marque que j'utilise pourtant tous les jours. Désolée, je mettrai dans les notes. J'ai trouvé par hasard une huile d'argousier qui ressemble presque à de l'encre de Chine orange tellement elle est pigmentée. Et j'avais depuis des années un problème qui est que on nous dit tout le temps qu'il faut mettre de l'écran total tous les jours. Voilà. Il y a deux sortes d'écran total. Il y a les crèmes solaires chimiques et les crèmes solaires minérales. Les crèmes solaires minérales sont meilleures pour la santé que les crèmes solaires chimiques, mais le problème des crèmes solaires minérales, c'est qu'elles sont très voyantes. En fait, elles laissent un film blanc, voire bleuté sur la peau, qui fait qu'il est presque impossible de sortir avec. Enfin, ça se voit, quoi, c'est pas très beau. Il y a peut-être des gens qui essayent de mettre du fond de teint par-dessus et tout. Moi d'ailleurs, ça m'embêtait parce que j'avais déjà arrêté le fond de teint à cette période et ça m'embêtait d'avoir à me remettre une couche de fond de teint sur ma crème solaire. En plus, ça fait épais. Et ma vie a changé quand j'ai eu l'idée de mettre une goutte d'huile d'argousier dans mon écran total minéral parce que le orange, en plus moi j'ai des sous-tons très jaunes donc c'était parfait pour moi. Peut-être que l'astuce sera pas optimale pour tous les teints. En tout cas, pour mon type de peau, une huile de goutte d'argousier, d'huile d'argousier très pigmentée dans ma noisette de crème solaire minérale, ça la rend tout simplement invisible. Voilà, j'avais envie de partager cette petite astuce beauté avec vous.
attention aux écouteurs. Je vous en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, mais on en revient aux jeunes qui brûlent la vie par les deux bouts. Écoutez de la musique à fond dans vos écouteurs aussi. Faites attention parce que c'est pas des légendes, tout ce qui est acouphènes, perte d'audition, etc. Et vous avez pas envie de... En plus, si vous avez de la musique tout le temps dans vos oreilles, c'est que vous aimez particulièrement la musique. Vous n'avez pas envie de devenir sourd à 40 ans. Et certainement pas d'avoir des acouphènes à 30. Et moi, franchement, j'ai frôlé le truc là. Je suis trop contente parce que mes acouphènes, ils sont partis. Je crois que je vous avais dit que j'avais des acouphènes qui commençaient à être presque constants. J'ai complètement arrêté les écouteurs et ils sont partis. Alléluia. Mais croyez-moi, je vais pas réutiliser d'écouteurs de sitôt. Et c'est sûr que moi, j'ai pas lésiné sur les écouteurs depuis toute jeune. J'ai tout le temps de la musique dans les oreilles au maximum. Voilà, je sais que sur les iPhones, dans les paramètres, vous pouvez mettre un volume maximum. Au moins faites ça. Et vous vous rendrez compte que, à la limite, comme ça, il y a un volume maximal. Et vous verrez que quand vous êtes dans la rue avec des voitures et tout, le volume maximal ne suffit pas. C'est parce qu'il y a trop de bruit autour et on a l'impression de ne pas entendre la musique. Et c'est bien pour ça qu'on écoute tout le temps à fond. Mais en fait, ce volume maximal sur les iPhones, c'est justement la limite au-dessus de laquelle c'est dangereux pour vous. Et voilà, on se rend compte à quel point quand on est dehors et qu'on écoute de la musique, on l'écoute toujours à un niveau qui est pas bon. Alors c'est dur, mais on prend l'habitude. Moi qui fais des grandes marches et tout, avant j'avais tout le temps de la musique dans les oreilles, maintenant je les fais en silence. C'est un petit peu triste et en même temps non, on s'habitue et j'écoute toujours de la musique chez moi sans problème dans les haut-parleurs. Voilà, c'est pas fun, je suis désolée, mais j'espère que ça tombera pas dans l'oreille d'un sourd et que si ça peut vous éviter des désagréments. Le temps passe de plus en plus vite. Ouais, ouais, vraiment, c'est un peu logique d'un côté, dans le sens où un enfant de 6 ans, et ben pour lui, un an, c'est un sixième de sa vie. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que plus on grandit, plus les années, c'est un peu des grains de sable dans le désert, quoi. C'est presque... Non seulement ça nous paraît pas grand chose, mais en plus ça passe vite. Enfin, c'est assez fou. C'est assez fou. Et vraiment, chaque année, j'ai l'impression qu'elle passe plus vite que la précédente. Marcher, c'est très cool. Et ouais, encore un truc de vieux où je me rappelle quand j'étais plus jeune et que mon père me conseillait d'aller faire des marches, des balades. Oh, je comprenais pas, lui il faisait des balades quotidiennement. Et je trouvais que c'était l'activité certainement la plus ennuyeuse et inutile possible. Et en fait, j'ai développé une passion pour la marche. Déjà, au niveau de la santé, ça doit être l'un des meilleurs sports, si on peut le compter. En tout cas, une activité physique. En effet, l'être humain est fait pour marcher. On s'est tellement sédentarisé et tout. Enfin, pour la santé, c'est excellent parce que vous prenez aucun risque en marchant par rapport à des sports où on peut se faire
forcer. La marche, vous pouvez marcher super longtemps sans, sans, sans que ce soit un risque pour votre corps. C'est vraiment très bon pour la santé. Et psychologiquement, ça fait un bien fou. C'est presque une thérapie. Quand vous avez On parlait de dilemme tout à l'heure, au lieu d'appeler des gens, partez faire un tour sans vos écouteurs et vous reviendrez avec la réponse à votre dilemme, par exemple. Et si vous avez l'occasion de marcher en nature, s'il y a des beaux parcs à côté de chez vous, c'est vraiment un plaisir et vous rendrez de votre balade une nouvelle personne. J'ai écrit être adulte, c'est pas triste. En fait, j'ai presque abordé déjà la question, mais moi j'étais quelqu'un qui avait vraiment peur de vieillir, pas envie d'être adulte. J'avais pas forcément des exemples avec mes parents d'adultes heureux. Et du coup, c'est vrai que c'est très triste. C'est vrai que les seuls adultes que je voyais, c'était mes parents, comme je dis, qui me donnaient pas envie, voilà, qui n'avaient pas l'air d'être très heureux. Et les profs, ou pareil, ça donnait. Enfin, en plus, les profs, on parle pas de leur vie intime, mais les profs qui, au mieux, nous laissaient indifférents, au pire, nous faisaient pitié. Bref, moi, en tout cas, j'avais envie de donner un petit peu d'espoir. Encore une fois, s'il y a des jeunes qui m'écoutent, faudrait que je regarde mes stats. En fait, j'ai aucune idée. Bon, vous n'êtes pas nombreux, mais dans cette vidéo, je m'adresse plus aux jeunes, tout simplement parce que je pense que j'ai plus de choses à apprendre à des jeunes qu'à des personnes qui ont mon âge, puisque les constats que j'ai faits, vous les aurez sans doute faits de votre côté. Mais donc je disais, s'il y a des jeunes qui m'écoutent, j'avais envie, au cas où j'ai des jeunes un peu désabusés qui n'ont pas des exemples très gais d'adultes autour d'eux et qui pensent comme moi quand j'étais plus jeune, et je voulais vous redonner un peu d'espoir. Et en plus, je le pense à 100%, être adulte, c'est absolument pas triste. On peut tout à fait en avoir les bénéfices, à savoir une bien plus grande liberté. Voilà, on est libre de faire ce qu'on veut quand on est adulte. On a plus d'argent qu'on en a quand on est ado, donc les possibilités sont bien plus grandes et on n'est pas obligé de devenir un être triste et résigné et déprimant. Et voilà, c'est important de le savoir quand on n'a pas la chance d'avoir des exemples autour de soi. Ensuite, ce petit papier s'appelle la journée beauté mensuelle. Alors là, on repart sur quelque chose de petit tips girly. Tout simplement, c'est un petit conseil que j'aurais pu donner à ma petite sœur si j'en avais une. Moi j'ai une grande sœur, c'est moi la petite sœur. Et en fait, j'ai récemment eu l'idée de la journée mensuelle beauté, dans le sens où nous les femmes, comme j'en parlais plutôt au niveau des poils et compagnie, on a, en plus de toutes les charges mentales qu'on a sur d'autres sujets, on a tout ce qui concerne notre physique. Donc, encore une fois, voilà, moi, je soutiens à 100% tous les mouvements féministes, de personnes, de femmes qui arrêtent justement de suivre à la lettre les dictats de la beauté.
années 90 et tout, on a tellement grandi avec ces injonctions que c'est dur de s'en défaire. Voilà, donc les choses sont claires, chacun fait ce qu'il veut. Pour les femmes qui n'ont pas pris la décision d'arrêter de s'épiler, et ben c'est quand même quelque chose qui revient régulièrement, quoi. C'est une tâche, un éternel recommencement. Et donc selon les personnes, selon ce qu'on décide de faire pour son physique, selon ce que notre physique nécessite entre guillemets, chaque femme va avoir une liste de to-do beauté à faire. Et cette charge mentale en plus, on la normalise tellement que ben on est un peu censé faire ça pendant notre temps libre, sans trop y penser. C'est en fait ce qui m'a des fois frappé, c'est d'arriver le soir et de me dire putain, j'ai rien fait aujourd'hui de ma journée, je suis nulle et tout, j'ai rien fait. Et après de me dire ah bah si, enfin j'ai quand même pas rien fait, j'ai quand même passé 2 heures à m'épiler le corps ou des trucs comme ça. Et en fait, c'est vraiment la double peine où on nous impose quand même ces corvées. Et en plus de ça, c'est tellement normalisé. Et limite, il y a des pubs qui voudraient nous faire croire que c'est un moment cocooning, un moment plaisir. Et même nous, on essaye de se le faire croire. Je sais pas comment dire. Par exemple, les mères les jeunes mères qui n'ont plus aucun temps pour elles parce que l'arrivée d'un bébé, ça, c'est tellement de travail et tout. On va souvent les entendre dire, enfin, j'aimerais bien avoir un moment pour moi, et elles vont considérer que s'épiler les jambes, c'est un petit moment pour elles. Alors oui, ça leur fait plaisir. Le résultat leur fait plaisir. Enfin, j'articule mal j'ai l'impression que j'articule mal ma pensée. En gros, on en vient à trouver que cette corvée, parce que quand même s'épiler, je suis désolée, mais ça n'est qu'une corvée, ça fait mal. Toutes les femmes qui choisissent de ne pas avoir de poils, si elles pouvaient claquer des doigts et ne pas avoir à, à refaire cette tâche tout le temps à l'infini, on voudrait toutes ne plus avoir à le faire. C'est en ça que je dis que ça reste une corvée, mais je comprends tout à fait en quoi une jeune mère serait contente d'avoir enfin un petit moment pour elle pour s'épiler les jambes, mais c'est pour parce que on va dire que c'est une corvée pour elle à côté de la corvée pour autrui, mais ça reste une corvée, bref. Et donc on est censé faire ça sans y penser dans notre temps libre, mécaniquement. On a toujours l'impression d'être en chantier et on a toujours l'impression d'avoir quelque chose à faire. Et comme vous l'avez compris, moi mon but c'est de réduire ma fatigue mentale. Et cette impression d'avoir toujours quelque chose à faire, c'est fatigant. Donc j'ai décidé tout simplement de m'octroyer une journée beauté mensuelle. Et en fait, arrêtez de me faire croire que c'est pas une corvée. Arrêtez de me faire croire que c'est un moment cocooning. Encore que ma journée beauté, je peux la rendre la plus agréable possible en faisant ce que j'ai à faire devant des films, en mettant, enfin voilà, je peux évidemment que je peux faire de cette journée un moment le plus agréable possible et être contente quand même de faire ça pour moi. Mais en tout cas, accepter le fait que c'est une corvée, que ça prend du temps, que c'est une sorte de travail puisque c'est quand même des compétences qu'on voilà, on s'améliore avec les années, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et
surtout, vu que je fais tout ça dans la même journée que je comment dire, j'ai envie de dire privatise. Je me mets rien d'autre en fait, comme doudou. Et c'est déjà bien assez puisqu'il y a beaucoup de choses à faire. Et vraiment, les filles, vous me direz ce que vous pensez de l'idée. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui ont des méthodes un peu similaires. Mais voilà, juste ce conseil-là, c'est pour enlever la charge mentale. Parce qu'on a toujours 1000 choses à faire. 1000 choses à faire. Donc ces choses-là, ça va pas être la priorité. Mais en même temps, on se sent mal quand c'est pas fait. Enfin, voilà, moi, comme ça le reste du mois, je n'y pense pas. Et quand c'est la journée beauté, je mets rien d'autre sur ma to-do. Et au moins, voilà, ça me convient comme ça. Rater, c'est moins grave que ne pas essayer. Oula, j'ai déchiré mon papier. J'en ai beaucoup parlé dans une autre vidéo. Et je vais pas en dire plus que ça. Il en reste 2. Minimalisme est égal moins de fatigue mentale. Ouais, j'en ai déjà parlé un petit peu tout à l'heure quand je parlais de comment consommer trop nous fait perdre beaucoup de temps en fait. Voilà, à une époque, je me suis beaucoup penchée sur le minimalisme et en fait, je dois vous avouer que je suis jamais vraiment devenue minimaliste, mais par contre, j'en ai retiré beaucoup. Et ça me permet, je pense, aujourd'hui d'être dans un bon équilibre sain où je pense que je pouvais de base avoir une personnalité à l'accumulation en fait. Et du coup, j'ai vraiment aimé les concepts du minimalisme, je les ai vraiment compris et je suis vraiment d'accord avec ça. Du coup, on va dire que mes 2 facettes, voilà, du coup maintenant mon côté minimaliste vient contrer mes petites tendances accumulatrices et consuméristes et je suis assez contente du coup de mon équilibre. Voilà, si vous êtes jamais intéressé au minimalisme, je vous le conseille, c'est pas juste. On peut confondre ça avec l'esthétique. Vous savez, cette esthétique, voilà, minimaliste, très poussée avec des murs blancs et rien, presque pas de meubles et aucun objet et tout en blanc. Mais c'est vraiment plus que ça, le minimalisme. C'est vraiment un moyen de simplifier sa vie. Donc encore une fois, de s'enlever du stress, de s'enlever des décisions, d'aller à l'essentiel. C'est vraiment... ça vaut le coup de se pencher dessus. Et le dernier, on a tendance... Alors, c'est le plus grand papier, j'ai pas réussi à... j'ai déjà pas réussi à synthétiser ma pensée au moment de l'écrire. On a tendance à sous-évaluer le temps qu'il faut pour faire les choses. Flèche priorisée. Voilà, en fait il y avait plusieurs de ces leçons. Je me rappelle, j'ai écrit ça après avoir écrit Le temps passe de plus en plus vite. Et ils vont un petit peu ensemble dans ma tête. Non seulement le temps passe vite, mais en plus on a tendance à sous-estimer le temps que qu'il faut pour faire les choses. Donc c'est pas une fatalité, mais ça peut être assez déroutant. Euh,
je pense notamment, mais il y a plein de personnes qui n'ont jamais été maîtres de leur temps. Depuis le plus jeune âge, on va à l'école, après on va au travail. Et en soi, on donne tout notre temps. Enfin bon, l'école, on donne, enfin on se comprend. Quand on a des journées entières où on est contraint de faire quelque chose, on a tendance un petit peu à, à se faire une idée. Donc on n'a jamais été maître de son temps. Et en fait, quand on expérimente enfin, voilà, d'être maître de son temps. Donc si vous faites une année de césure, je sais pas. D'ailleurs même le Covid, ça a fait des... Il y a beaucoup de gens qui ont réalisé des choses pendant le Covid parce qu'en fait c'était juste la première fois de leur vie qu'ils avaient autant de temps libre. Et en tout cas, voilà, quand on devient maître de son temps, on se rend compte que quand on ne l'était pas, on avait tendance à surestimer nos capacités à accomplir des choses en un temps donné. Et c'est pas grave de... Donc au début quand on se rend compte, ça peut être... ça peut faire mal. Mais après, ce qui compte, c'est donc de prioriser. Voilà, c'est... Vu qu'on ne peut pas tout faire dans une vie, et on peut souvent pas faire tout ce qu'on voudrait faire en une année, et en un mois, et en une semaine, et ben, c'est pas grave. Mais il faut apprendre à prioriser. Quelle est la chose la plus importante qu'il faut que je fasse cette année, ce mois-ci, cette semaine, aujourd'hui? C'est important parce qu'on souvent on voudrait faire 1000 choses et c'est pas possible. Donc c'est vraiment super important de savoir prioriser. Je vous avoue que je tombe moi-même de sommeil. J'aurais jamais cru que cette vidéo allait être aussi longue. Je vais peut-être d'ailleurs cutter des petits moments où je déblatère parce que je pensais pas vous raconter un roman pareil à chaque leçon. Du coup, j'espère que vous êtes prêts pour une bonne nuit de sommeil. Je vais vous quitter tout de suite parce que la vidéo elle va être vraiment trop longue et je tombe de fatigue. J'espère que ça vous a plu.